Voilà 9 mois que Fernand de Magellan navigue sur l'Atlantique. D'une heure, les gars! Dans l'hémisphère sud, les tempêtes hivernales font rage et deviennent plus violentes de jour en jour. Magellan a échafaudé un plan audacieux et risqué. Mais il espère qu'au bout de l'aventure, richesse et pouvoir seront au rendez-vous. Il entend ouvrir une nouvelle route maritime vers l'Asie en passant par l'Ouest. Seigneur, aide-moi à trouver ce maudit passage. Mais enfin, il doit bien exister quelque part. Et si c'est le seul moyen, nous irons jusqu'au bout du monde, mais je le trouverai! Son but, rejoindre les îles aux épices, aux fabuleuses richesses, situées dans l'océan Indien. Au début du XVIe siècle, les grandes puissances maritimes que sont l'Espagne et le Portugal se partagent le Nouveau Monde, afin de prévenir de futurs conflits lors de l'exploitation des territoires étrangers. Le pape Alexandre VI réserve à l'Espagne le droit de s'approprier les richesses situées à l'ouest de l'archipel des Açores, tandis que celles situées à l'est, en Afrique et en Asie, reviendront au Portugal. Une âpre querelle divise encore les deux royaumes au sujet des Moluques, les îles aux épices. Les Espagnols ne peuvent pas y accéder car la seule route connue pour rejoindre ces îles traverse l'océan Indien, contrôlé par les Portugais. C'est l'époque des grandes découvertes. Depuis que Christophe Colomb a découvert l'Amérique pour le compte de la Castille et que Vasco de Gama a ouvert la route des Indes pour le Portugal, une lutte sans merci a lieu entre ces deux superpuissances navales occidentales. À partir de là, des biens comme les épices acquièrent une valeur stratégique inestimable. Celui qui contrôlera la route des îles aux épices sera le maître du monde. Valladolid, résidence des rois de Castille. Charles Quint, monté sur le trône d'Espagne en 1516, entend désormais consolider son pouvoir. Il a des visées sur les richesses des territoires du Nouveau Monde et se livre à une course effrénée avec le Portugal, dont l'enjeu est la domination des 7 mers. L'évêque Juan de Fonseca, conseiller de Charles Quint, est au fait de toutes les questions sensibles concernant le royaume. Majesté, vous devriez au moins le rencontrer. Un capitaine portugais, dites-vous. En quoi va-t-il servir l'Espagne? Les Portugais ont refusé de lui prêter oreille. Et alors? Est-ce pour nous une raison suffisante? Oui, votre majesté, parce que l'enjeu est immense. Il aurait fait une grande découverte qui pourrait tout à fait ruiner le monopole commercial des Portugais. Si c'est vrai, ses compatriotes le verront comme un traître. Je me demande bien ce qu'il va nous raconter. Fernand de Magellan. Majesté. Magellan était portugais. Un Portugais nommé à la tête d'une flotte castillane, c'est là que le bas blesse. S'il avait été castillan, et si en outre il avait été noble, il n'aurait probablement pas rencontré tous ces problèmes. Magellan persuade Charles Quint de la pertinence de son projet, ce qui suscite bien sûr la jalousie des Espagnols. Mais voulez-vous absolument confier à un transfuge toute notre flottille? Qui va nous garantir qu'il n'ira point espionner pour le compte de l'ennemi? Ce sera à vous de le contrôler. Certes, c'est lui qui dirigera l'expédition, mais les 4 autres navires seront en fait commandés par des Espagnols. Et l'un des capitaines, ce sera vous, Juan de Cartagena.
Le roi Charles a confiance en vous. Vous confierez à un Portugais le commandement général. C'est ce que veut le roi. Juan de Cartagena es un grande de España. Juan de Cartagena est un grand d'Espagne, et il est le neveu de Monseigneur Fonseca. Magellan, lui, n'est qu'un humble écuyer, un noble de 4e rang au Portugal. Dès le début, cette différence de statut social suscite une rivalité entre eux. Au début du XVIe siècle, Séville est la ville portuaire par excellence. C'est de là que les navigateurs espagnols partent à la conquête du monde. Pendant 2 siècles, le port fluvial de Séville, qui s'étend juste en dessous de la Tour de l'Or, va devenir le centre du monde. Ce sera le point de départ et d'arrivée 2 fois par an des navires de la flotte des Indes, probablement le plus grand monopole commercial de l'histoire. Les archives générales des Indes conservent notamment des documents relatifs à l'histoire coloniale espagnole. L'historien José de la Fuente étudie depuis longtemps les aventures de Fernand de Magellan. Antonio de Mora, le conservateur du musée, s'intéresse plus particulièrement à l'aspect économique de l'expédition. Ces documents vieux de 500 ans constituent un trésor inestimable. Tout est consigné en détail dans les archives générales de la flotte des Indes. L'entreprise coûte près de 8,5 millions de maravédis, ce qui représente une fortune colossale. De nos jours, si une superpuissance planétaire pouvait se permettre une telle dépense, cela équivaudrait à financer des voyages dans l'espace. Oui, si on veut. En tout cas, ça permet de mesurer l'ampleur des risques encourus. On voit bien que les enjeux sont immenses et la rivalité politique avec le Portugal transparaît dans tous ces documents. Il a fallu du temps à Magellan pour rassembler les fonds nécessaires à l'expédition. Mais à présent, ils sont suffisants pour un voyage de 2 ans en mer. Les 5 vaisseaux fournis à Magellan étaient de vue rafio en mauvais état. Et pourtant, grâce à ses compétences maritimes et à sa bonne connaissance des bateaux, il va transformer ces 5 épaves en 5 véritables joyaux de la navigation, comme nous allons le voir par la suite. Il faudra près d'1 an et demi pour remettre en état les navires. Avant d'appareiller, Magellan remplit les cales à ras-bord, avec les provisions nécessaires pour cette longue expédition. Les navires n'offraient aucun confort. Les conditions d'hygiène étaient déplorables, à tel point que sur les 265 hommes qui ont quitté l'Espagne avec Magellan, 18 seulement sont revenus vivants. Le taux de mortalité dû aux maladies et aux conditions de vie à bord était catastrophique. L'équipage ne disposait d'aucun endroit où s'installer. Seul le capitaine jouissait d'un semblant de confort. Dans les cales, les marins dorment dans un espace confiné, entre les caisses, les tonneaux, les sacs et les voiles. Ils y sont exposés au froid, à la chaleur et à l'humidité. Où puis-je trouver le sieur Magellan? Lorsque les bailleurs de fonds apprennent que Magellan a l'intention d'engager comme marin des compatriotes portugais, ils entendent bien l'en empêcher. Ils n'ont rien en revanche contre un jeune aristocrate italien nommé Antonio Pigafetta. Magellan ne l'a pas pris au sérieux. Quand Pigafetta s'est présenté à lui, sa première question a été « Qu'est-ce que vous savez faire ?» Vous n'avez pas l'air d'un navigateur? Êtes-vous soldat, canonnier, menuisier? Non. Que voulez-vous alors? Je veux voir des contrées lointaines. Nous partons pour un voyage de 2 ans, à l'issue très incertaine. Je parle plusieurs langues et j'écris très bien. Il vous faut quelqu'un pour consigner tout ce périple afin que ceux qui restent à terre puissent en connaître les moindres détails.
Quand Pigafetta lui a expliqué qu'il était une sorte d'aventurier, ce qu'on décrirait aujourd'hui comme un fils de bonne famille en quête de sensations fortes, il a dû avoir envie de l'envoyer au diable. Mais Pigafetta avait d'excellentes recommandations. Et Magellan n'était pas idiot. Il a compris qu'il ne pouvait pas se permettre de refuser. Antonio Pigafetta sera le chroniqueur de ce premier voyage autour du monde. Son journal de bord est un document précieux. Le 10 août 1519, une flotte composée de 5 carracks quitte le port de Séville. Le rêve de Fernand de Magellan se réalise. Désormais chef de l'expédition, il entame avec ses hommes un voyage vers l'inconnu. En choisissant de naviguer vers l'ouest, parviendra-t-il à rallier les îles aux épices? Prendra-t-il un avantage décisif sur le Portugal pour la suprématie sur les mers? Dès le départ, Magellan impose sa stature de chef de file aux capitaines espagnols. Le vaisseau amiral qu'il commande navigue en tête. Resulta muy curioso. Magallanes comienza Au début, Magellan est sceptique vis-à-vis de ses hommes. Il a des adversaires au niveau du commandement. Les capitaines des autres vaisseaux, qui sont tous castillans, les inspecteurs, le comptable, le trésorier. Au sein des équipages, les marins portugais l'aiment, ils l'admirent, c'est l'un des leurs. En revanche, les Espagnols voient en lui un rival parce qu'il est étranger. Tandis qu'il fait escale aux îles Canaries pour refaire provision d'eau douce, un messager lui apporte une lettre en provenance de Séville. Je viens d'apprendre, tout à fait par hasard, que les autres capitaines préparent secrètement votre perte. Malgré tous les dangers, ils vont lancer une grande révolte contre vous et vos hommes. Vous ne serez guère surpris d'apprendre le nom de celui qui est à leur tête. Juan de Cartagena. Le fidèle serviteur et l'intime de Monseigneur Fonseca, le conseiller du roi. L'enjeu financier est de taille, et le Portugal aussi cherche à contrecarrer les plans de Magellan. Les Portugais arment donc une flotte. Et à la lumière des dernières recherches, je crois qu'ils ont aussi tenté de déployer une stratégie visant à neutraliser en différents points du globe l'ambitieux projet de Magellan. L'explorateur ne dévoile ses plans à personne. Partout, il flaire la trahison. Lors de l'appel matinal, au moment de donner ses instructions pour la journée, il n'accepte aucune suggestion et ne tolère aucune opposition. Depuis qu'il a été prévenu, il surveille de près un homme en particulier, Juan de Cartagena, son vice-amiral. Comment pouvez-vous changer de cap sans nous consulter? Ne me demandez rien, je n'ai de compte à rendre à nul autre qu'à Charles Quint. Ne me parlez pas comme à un vulgaire mousse. Alors, arrêtez vos enfantillages. Nos vaisseaux tanguent en pleine mer depuis 2 semaines. Les matelots grognent déjà et je m'interroge quant à vos intentions. Et si vous vouliez nous livrer à vos compatriotes? Silence, sinon... Vous me menacez? Un Portugais menace un Espagnol? Quels sont vos plans? Nous avons le droit de savoir où vous nous menez. Vous n'êtes pas en mesure d'exiger quoi que ce soit. C'est moi que le roi a nommé amiral de cette flottille. Et ceux qui s'opposent à moi sont une menace pour l'expédition du roi d'Espagne. À partir de maintenant, vous ne commandez plus le San Antonio. Disparaissez! Magellan a une forte personnalité. Bartolomé de las Casas l'a très bien décrit. C'est un homme âpre et désagréable, mais honnête et intègre, capable d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Après 2 mois de traversée, la flotte atteint l'Amérique du Sud.
Magellan décide de longer la côte vers le sud, en quête d'un passage vers l'ouest. Chaque baie est susceptible de marquer l'entrée de la voie navigable tant recherchée. À bord, les équipages ont les nerfs à vif. L'inquiétude les gagne alors que leurs recherches se prolongent. De l'eau à perte de vue. La mer infinie s'étend à l'ouest. Enfin. Merci, Seigneur. Je savais que cela arriverait. Que les hommes sondent la profondeur de l'eau. Nous ne devons pas heurter le fond. Séparons la flottille. Nous fouillerons l'ensemble de la côte. Nous finirons par trouver ce passage. Nous visiterons la moindre crique, aussi petite soit-elle. Nous mettrons toutes les chances de notre côté pour trouver ce détroit. Le Rio de la Plata, avec Buenos Aires à l'arrière-plan, forme un estuaire de 290 km de long sur 220 de large. Magellan reprend espoir. Il pense toucher au but. Pendant 2 semaines, il explore l'estuaire sans relâche, à la recherche de la voie navigable qui reliera l'Atlantique au Pacifique. Juan Petroni est un navigateur expérimenté. Il connaît parfaitement cette immense baie qu'on pourrait prendre pour un océan. Au cours de sa quête, il pénètre dans le Rio de la Plata sans savoir qu'il n'est plus sur l'océan, mais sur un fleuve. Il continue donc à manœuvrer comme s'il voguait en mer. Et c'est là que les surprises commencent. Le vent, la profondeur de l'eau, les vagues, tout est différent. Magellan fait alors un test tout simple. Il se dit, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas la mer, où sommes-nous? Alors il goûte l'eau. C'est de l'eau douce. Magellan doit donc changer ses plans. Il doit sortir du Rio de la Plata. Cette tentative infructueuse est un grand revers pour Magellan. Toutes ses hypothèses étaient-elles erronées? S'est-il à ce point laissé aveugler par son propre rêve? Voilà 6 mois que la flotte a quitté Séville, mais elle semble toujours aussi loin du but. À cause de sa personnalité si particulière, Magellan ne pouvait pas renoncer à son projet. Pour lui, c'était la mort ou le triomphe. Pas question de faire demi-tour. C'est un élément qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on étudie l'histoire du voyage de Magellan. C'était tout ou rien. Plus Magellan progresse en direction du sud, plus le froid s'intensifie. L'hiver austral s'installe. Dès lors, comment justifier auprès de son équipage la poursuite des recherches? Force est de reconnaître qu'il s'est fourvoyé. Où est donc ce passage vers la terre promise qu'on nous fait miroiter? Nous étions censés faire route vers le paradis terrestre, vers le soleil du sud. Et où avons-nous atterri? Dans ce vaste océan maudit et gelé. Le vent nous est contraire, le temps est à la neige, et s'il gèle dans le navire, nous risquons d'y laisser des doigts! Les hommes ont faim. Eh bien, allez vous plaindre à Magellan. Pour qu'il me donne en pâture aux poissons. Vous avez vu par vous-même ce qu'il en coûte de s'opposer à lui. Et si nous décidions de virer de bord et de faire voile sur l'Espagne?
Ils sont nombreux à vouloir faire cela. Oui. Et ils le seront de plus en plus. Écoutez-moi. Le roi a donné le cap que nous devons suivre, pas moi. Alors nous garderons ce cap. S'il le faut tout cet hiver, et même encore au printemps. Il nous reste des biscuits, du vin et de l'eau fraîche en quantité, messieurs. Alors réfléchissez! Vous ne vous rendez pas compte qu'un nouveau monde est à portée de main? Le monde fabuleux des épices! Plus il sera difficile à atteindre, plus nous serons riches. Nous servons le roi, alors nous voguerons jusqu'à trouver ce passage. Vous avez compris? Ayez foi, et Charles Quint vous récompensera. Magellan croit dur comme fer à la réalisation de son rêve. Mais face aux tempêtes de l'hiver austral, la progression des navires est de plus en plus difficile. C'est alors que l'inespéré se produit. Les navigateurs découvrent un nouvel estuaire abrité des vents, qu'ils nomment Puerto San Julián. Cette baie paisible leur offre un abri salutaire. Ils peuvent s'y ravitailler en eau douce et la pêche y est facile. Magellan décide alors d'y faire escale pour l'hiver, sans demander l'avis de son équipage. À 49 degrés et 30 minutes de latitude sud, enfin nous trouvâmes un havre. Tout nous poussait à y passer l'hiver. Nous décidâmes donc d'attendre le printemps pour repartir. Magellan donne l'ordre au navire d'affaler les voiles. Ils sont maintenant en route depuis 9 mois. Les marins découvrent des animaux étonnants, comme les pingouins et les lions de mer. La mer houleuse, le vent glacial et le manque de nourriture sapent peu à peu le moral des hommes. À cela s'ajoute la peur d'être précipité dans le néant en atteignant le rebord de la Terre. En effet, beaucoup pensent encore qu'elle est un disque plat. D'ailleurs, ces étranges créatures à la robe bicolore n'annoncent-elles pas la proximité du néant ? L'expédition de Magellan était la toute première à atteindre ces côtes. Aucun navire n'était jamais arrivé jusqu'ici. À l'époque, la mythologie liée aux monstres marins et aux dangers des océans était extrêmement présente, surtout parmi les marins peu éduqués. La mer les terrifiait. En plus, un autre problème envenime la situation. Les réserves de vivres se sont tellement amenuisées que pendant le séjour dans la baie de San Julián, Magellan se voit contraint de rationner ses troupes. Cette mesure ne fait que dégrader un peu plus encore un climat déjà hostile. Voilà qu'on avale des rations gâtées. Les rats doivent être mieux nourris que nous. Au sein des équipages, le mécontentement grandit, ce qui n'empêche pas Magellan de diminuer encore les rations journalières. Les réserves de pain et de vin doivent durer jusqu'à ce que les navires atteignent les îles aux épices, ce qui peut prendre encore des mois. Il faut donc économiser les vivres. Quand Magellan arrive au port de San Julián, les conditions sont absolument épouvantables. L'équipage est au bord de la mutinerie. C'est une poudrière prête à exploser à tout moment. La faim et la peur de ne plus jamais revoir la patrie attisent les différents latents. Prenons les armes. Bientôt, le conflit entre les Portugais fidèles à Magellan et les marins espagnols éclate au grand jour. Allons-y. Il est temps que chacun prenne une arme. Pendant la nuit glaciale du 2 avril 1520, la mutinerie éclate. 3 navires se soulèvent contre Magellan, qui n'en commande alors plus que 2. L'autorité de Magellan, tout comme sa mission, sont sérieusement remises en question. Mais il ne perd pas son sang-froid.
Il envoie des négociateurs qui font semblant d'engager des pourparlers auprès des révoltés, afin de les amadouer. Des fidèles de Magellan se faufilent à bord des navires mutinés et parviennent à en prendre rapidement le contrôle. Bientôt, les révoltés n'auront plus qu'à rendre les armes. Enfin stratège, Magellan parvient à réprimer la mutinerie. Dès le lendemain, il organise le procès de tous ceux qu'il considère comme responsables de la rébellion. C'est un procès décisif pour le sort de toute la flotte. Conformément au droit maritime, Magellan est le juge suprême. Il décide de la culpabilité des hommes placés sous ses ordres et du châtiment qui leur sera infligé. Avez-vous si vite oublié qui vous servez? Nous sommes au service de la couronne d'Espagne. Nous sommes au service du roi Charles Quint. Nous n'avons pas failli à notre devoir. Parce qu'en plus, vous êtes un lâche. Et moi qui vous croyais doté de la force d'âme qui caractérise les Espagnols depuis toujours. Nous végétons depuis des mois dans ce désert de glace. Le détroit, plus personne n'y croit. Nous voulons rentrer. Jamais! Je préfère mourir que me désavouer. Nous avons perdu trop d'hommes! Ils sont tombés à l'eau, ou sont morts de froid. Est-ce cela que vous voulez? Au diable vos épices, et au diable votre or! Est-ce là une raison suffisante pour tenter de nous tuer? Vous êtes coupable de mutinerie et de haute trahison. Vous n'êtes plus digne de rester à nos côtés à bord de ce vaisseau. Messieurs, voici mon verdict. Juan de Cartagena, je vous relève de toutes vos fonctions et je vous bannis. Priez Dieu pour votre salut. Gaspar de Quesada, capitaine de vaisseau de la Marine royale. Vous vous êtes rendu coupable de meurtre et de mutinerie. Je n'ai guère le choix, vous avez mérité d'être condamné à mort. Il vous conduit tous à votre perte! S'il s'était conformé au droit maritime, Magellan aurait dû condamner à mort un 5e de ses équipages. Mais cela aurait tout bonnement signifié la fin de l'expédition, faute d'hommes pour la poursuivre. L'exécution pour l'exemple de Gaspar de Quesada illustre bien la sévérité et l'intransigeance du capitaine portugais. Cartagena avait des relations avec le pouvoir, avec le roi d'Espagne. Il était le neveu de l'évêque Fonseca, une personnalité extrêmement influente. Magellan n'ose pas l'exécuter. Il décide de le bannir, c'est-à-dire de l'abandonner à terre, pendant que les 5 navires reprennent leur route vers le sud. Juan de Cartagena est débarqué sur le rivage de la baie de San Julián, avec en tout et pour tout une épée et quelques vivres. Dans le désert de Patagonie, il est condamné à une mort lente et cruelle. Oh non! Mon Dieu! Je vous en prie, ayez pitié. Vous n'avez pas le droit! Vous ne pouvez pas faire ça! Revenez me chercher! Revenez tout de suite me chercher! Mais que je fais? Attendez! Ne me laissez pas! Ne m'abandonnez pas! Les restes de Cartagena seront découverts beaucoup plus tard, au pied de cette potence que Magellan a fait dresser comme symbole du sort de ceux qui oseront se mutiner contre lui.
Fin août 1520, après 5 mois d'escale, la flotte quitte la baie de San Julián. L'hiver austral terminé, Magellan peut repartir en quête du fameux passage vers l'ouest. Il ne se laisse pas décourager par les revers qu'il a subis, et il lui importe peu que ses hommes ne croient plus au succès de l'expédition. S'il faisait demi-tour maintenant, ce serait un triomphe pour ses ennemis. Lorsqu'il aperçoit une baie marquant l'entrée d'un détroit, il reprend espoir et envoie 2 de ses navires en reconnaissance. Commence alors une attente mêlée d'inquiétude. Mais une tempête se lève, faisant dériver les 2 caracs d'une baie à l'autre, vers l'ouest. Christian Manca travaille au musée Magellan de Punta Arenas, à la pointe sud de la Patagonie. Il connaît très bien l'histoire du navigateur portugais. Les 2 navires envoyés en reconnaissance sont entrés dans ce passage étroit qu'on appelle Primera Angostura en espagnol. Puis les marins se sont dit qu'il fallait faire demi-tour pour informer Magellan de la découverte de cette ouverture semblable à un détroit. Nous crûmes que le navire de nos compagnons avait fait naufrage dans une tempête. Quel bonheur ce fut alors de le découvrir au loin, pavillon battant, toute voile dehors et d'entendre ses canons. Oui, les voilà. Oui, Hurrah! Oui, les voilà. Hurrah! Victoire! 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 Oui! Les 2 navires reviennent porteurs d'une bonne nouvelle. La voie navigable semble continuer vers l'ouest. De plus, comme la salinité de l'eau reste constante, les marins en déduisent qu'il ne s'agit pas d'un estuaire comme le Rio de la Plata. Magellan et ses équipages progressent en tâtonnant, de baie en baie, de fjord en fjord, contournant les récifs et les bancs de sable, à travers ce dédale fait d'innombrables bras d'eau. Une question essentielle s'est posée quand le détroit s'est ramifié en 2 branches. L'une allait s'avérer sans issue et l'autre remontait vers le nord. C'est alors que Magellan s'est demandé pour la première fois s'il fallait scinder la flotte en 2. Les bancs de sable et les récifs sous-marins représentent un danger permanent pour la navigation. Les marins ont l'impression d'errer dans un dédale inextricable. Et plus que jamais, ils doivent faire preuve de courage et d'endurance. Les navires sont sans cesse contraints de rebrousser chemin pour remettre le cap à l'ouest. Y a-t-il une issue pour sortir de ce labyrinthe aquatique? Ce n'est pas un détroit comme les autres. C'est un ensemble de voies navigables qui s'étend sur près de 1000 km de long. Ces marins ont été les premiers à s'y risquer. Et ils avaient peur de tout, des hommes, des conditions météorologiques. Ils devaient affronter tout ce qui se présentait dans le détroit. Plus ils progressent dans cet environnement, plus il leur paraît étranger et menaçant. T'as vu? C'est quoi? C'est quoi ces feux là-bas? Sur la côte, ils aperçoivent des feux mystérieux, mais ne voient pas d'hommes dans les parages. Magellan baptise cette région inhospitalière Tierra del Fuego, la terre de feu. Quel étrange endroit est-ce là? Soumis à tous les vents, quel homme, quel genre d'animal pourrait vouloir y vivre? Est-ce le monde terrestre ou la porte de l'enfer? Où donc nous mène ce voyage? Reverrai-je jamais ma patrie? Reverrai-je jamais mon épouse et mes enfants? Reviendrai-je un jour en homme riche, couvert de gloire et acclamé en héros? Quand? Mais quand reviendrai-je? Pendant plus d'1 mois, Magellan cherche avec acharnement le passage vers l'ouest, poussant ses hommes dans leur dernier retranchement. C'est à ce moment qu'a lieu le tournant décisif.
La voie d'eau, jusque-là étroite et sans fin, commence peu à peu à s'élargir, pour s'ouvrir sur une surface d'eau qui s'étend à perte de vue. Cette route maritime, ouverte grâce à la ténacité de l'illustre navigateur, sera baptisée en son honneur le détroit de Magellan. Ce dernier a réussi son pari, prouver qu'il existait bel et bien un passage entre l'Atlantique et le Nouvel Océan, une route qui permettrait d'accéder aux richesses de l'Asie. Mais venez, allez mes frères, venez! Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Sois loué, Seigneur. Magellan était fou de joie, comme on peut l'imaginer. Il s'est battu pendant 5 ans pour réaliser son rêve. Il y a eu d'abord tous les préparatifs de l'expédition, il a fallu convaincre Charles Quint, puis il y a eu le voyage en lui-même, la mutinerie et j'en passe, avant de découvrir enfin le fameux passage. Il devait être aux anges. Mais quelques jours plus tard, il a appris que le navire qui transportait toutes les provisions avait disparu. Il est alors retombé du paradis en enfer. Le navire en question a tout bonnement déserté. Il a rebroussé chemin pour regagner l'Espagne. Magellan ne cède pas au désespoir pour autant. Il est persuadé que les îles aux épices ne sont plus très loin. Cependant, il ignore que devant lui s'étend le plus vaste océan de la planète. Il le qualifiera d'ailleurs de Pacifique, en raison de la tranquillité de ses eaux, à peine ridées par une douce brise. Les 3 navires restants entament alors une longue et pénible traversée. Les jours se succèdent, puis les semaines et les mois, sans la moindre terre en vue. À nouveau, le doute et le découragement assaillent les marins. Trouveront-ils jamais les îles aux épices? L'horizon reste désespérément vide, sous un soleil de plomb. À présent, les hommes n'ont plus qu'un but, lutter pour leur survie. Tels des cimetières flottants, les navires sont à la dérive. Les vivres sont épuisés, l'eau est croupissante. Les marins perdent leurs dents, leurs membres se gangrènent. Le scorbut, fléau des navigateurs, emporte un homme après l'autre. Un jour, je surpris quelqu'un qui fixait avec envie un cadavre encore chaud. On voyait qu'il l'aurait très vite dévoré s'il avait pu le faire. L'expression de son visage le trahissait car elle montrait son intention de découper ce corps en tranches, et puis de le déguster à la petite cuillère. Afin d'éviter tout acte de cannibalisme, Magellan fait jeter sans délai les cadavres à la mer. Au cours de la traversée du Pacifique, un marin sur 10 trouvera la mort, avec l'océan pour dernière demeure. Terre! Terre! Hey! Terre en vue! Au bout de 3 mois et 20 jours d'une traversée éprouvante, la Terre apparaît soudain à l'horizon, telle une planche de salut inespérée. Voilà 1 an et demi que la flotte a quitté Séville. Les marins font escale dans les premières îles qu'ils atteignent pour se ravitailler en vivres et en eau douce avant de poursuivre l'expédition. Magellan découvre ensuite un archipel qu'on nommera plus tard les Philippines. En découvrant ce paysage idyllique, les marins ont dû penser qu'ils arrivaient au paradis, d'autant que le douloureux souvenir de la traversée est encore frais dans les mémoires. Le rêve semble enfin devenir réalité.
Magellan a emmené avec lui Enrique, son fidèle serviteur. Originaire de Sumatra, non loin des Moluques, il doit servir d'interprète dans les îles aux épices. Il est loin d'imaginer ce qui va se passer aux Philippines. Merveilleux. Lorsqu'il va vers les insulaires, il se produit quelque chose d'inattendu. Hop hop, Tilaou. Tidaba. Ramallah. En fait, je comprends ce qu'ils disent. Ah bon? Tu en es sûr? Je ne comprends pas tout, mais il y a des mots qui sont les mêmes. Et sais-tu ce que cela signifie? Oui, maître. Cela signifie que nous approchons de chez moi. Et de notre but, Enrique! Je ne pense pas que l'objectif initial de Magellan était de prouver que la Terre était ronde lorsqu'il a rallié les îles aux épices, les Moluques. Peu lui importait de savoir si la Terre était plate ou ronde. Il voulait montrer aux Portugais qu'ils se trompaient. Si j'avais été à sa place, rejeté par le roi du Portugal et soutenu par la couronne d'Espagne, j'aurais moi aussi voulu prouver aux Portugais qu'il existait une autre route vers l'ouest afin de mettre fin à leur monopole sur les épices. En Europe, personne ne soupçonne l'existence des Philippines, l'archipel découvert par Magellan près des Moluques. Il en prend possession au nom de Charles Quint et en son nom propre. En effet, avant le départ de la flotte, le roi lui a octroyé un pourcentage de tous les gains qui découleraient de l'exploitation des nouvelles colonies. Les insulaires n'ont pas perçu l'arrivée de Magellan comme une invasion ou une colonisation. Ils ont d'abord pensé qu'il était venu pour faire du commerce avec eux. Le navigateur commence par nouer avec les autochtones des relations commerciales qui lui seront utiles par la suite. Il entend consolider son influence dans la région. Peut-être rêve-t-il même de bâtir son propre royaume dans le Pacifique Sud-Est. Magellan est très croyant. Le jour de Pâques de l'an 1521, il célèbre la première messe sur la plage de Limasawa. L'histoire ne dit pas si les insulaires y ont assisté de leur plein gré ou si le capitaine les y a contraints. Les monarques espagnols et portugais considèrent la conquête du monde comme une mission divine. L'évangélisation est censée montrer aux autochtones que les rapports de force sont une émanation de l'autorité divine et qu'ils doivent se soumettre au souverain de droit divin. Ceux qui n'adoptent pas la foi véritable sont mis à l'index. Il a essayé de convaincre les insulaires de se rallier à l'Espagne et de tisser des liens d'amitié avec elle. On ne saura jamais s'il aurait été aussi violent et cruel que les conquistadors en Amérique du Sud. Magellan reprend la mer pour sillonner l'archipel. Il veut annexer autant d'îles que possible dans l'espoir d'obtenir richesse et pouvoir pour le roi d'Espagne et pour lui-même. Pour mener à bien cette mission, il est piloté par les insulaires, car la navigation sur les eaux de l'archipel est dangereuse. Après avoir quitté Limasawa, la flotte met le cap sur Cebu, un important port de commerce. Magellan et la couronne d'Espagne ont besoin d'un chef de file, d'une alliance solide et puissante pour les soutenir dans la région, afin de s'assurer le contrôle de la route des épices. Et Humabon, le roi de l'île de Cebu, leur semble la personne idéale pour jouer ce rôle. Humabon, le roi de Cebu, est en conflit avec Lapu-Lapu, le chef de tribu d'un îlot voisin. Magellan décide de combattre pour le compte du roi Humabon afin de lui démontrer sa puissance. Avec une arrogance qui ne lui ressemble pas du tout, Magellan lui dit « Je n'ai pas besoin d'aide. Avec 50 de mes hommes, nous les écraserons, même s'ils nous envoient des milliers d'indigènes. » Magellan sous-estime malheureusement la puissance du chef Lapu-Lapu et de ses hommes. C'était un guerrier. Tout son village se battait pour contrôler le territoire. Ses hommes se faisaient faire un tatouage chaque fois qu'ils remportaient une bataille. C'est pourquoi Pigafetta a décrit le roi Humabon
comme un personnage au visage couvert de tatouages flamboyants. Il en avait déjà tellement sur le corps qu'il a fini par se faire tatouer le visage. Magellan n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Il est arrivé sans préparation. Le 27 avril 1521, Magellan accoste sur l'îlot de Mactan, voisin de Cebu, pour livrer bataille à Lapu-Lapu. Vous n'avez rien à craindre de tous ces guerriers sauvages. Nous avons déjà remporté des batailles plus difficiles. Ils vont voir ce qu'il en coûte de faire obstacle aux fiers marins du roi. Il est arrivé sur un territoire où les luttes et les alliances étaient courantes et où les hommes avaient l'habitude des combats. Nous pointâmes les armes à feu sur l'ennemi et tirâmes 30 minutes durant sans lui causer de grands ennuis. Lorsque nous fûmes à court de munitions, les Indiens lancèrent l'offensive. Les hommes de Magellan étaient des cibles faciles pour les insulaires, qui les ont attaqués à coups de flèches et de lances en bambou. J'aurais bien aimé assister à cette bataille. Lapu-Lapu a rapidement pris le dessus. On peut établir un parallèle avec la guerre du Vietnam. Les Américains sont restés embourbés parce qu'ils ne connaissaient pas le terrain. C'est ce qui est arrivé à Magellan. Magellan est mort. Mais jusqu'à la fin, il a fait preuve d'un très grand courage et d'opiniâtreté. Je souhaite que l'histoire n'oublie pas son nom. Aux archives de protocole de Séville, où sont gardés en lieu sûr les témoignages de l'histoire de la ville, des documents signés de la main de Magellan sont restés dans un bon état de conservation. Bien qu'il n'ait jamais atteint en personne les îles aux épices, sa légende lui survit. À ce jour, Magellan n'est toujours pas reconnu au même titre que Christophe Colomb ou Francis Drake, alors que ses exploits sont au moins équivalents, voire supérieurs à ceux de ces grands navigateurs. Après la mort de Magellan, l'expédition se poursuit, sous le commandement du capitaine Juan Sebastián Elcano. Des 5 carracks qui composaient la flotte au départ, il n'en reste maintenant plus que 2. À l'issue d'une longue odyssée, elles atteignent enfin les Moluques. Sur place, les marins remplissent les cales des navires des trésors pour lesquels Magellan s'étant battu, la muscade et le girofle. Ces précieuses épices seront vendues à prix d'or en Europe. Avec l'or et l'argent, elles sont à l'origine de la richesse et de la puissance des royaumes du Portugal et d'Espagne. Bientôt, d'autres nations européennes convoiteront elles aussi la manne financière que représentent les épices. Des 5 navires partis de Séville, seul le Victoria prend la route du retour vers l'Espagne. Il quitte les Moluques en décembre 1521 et entame la traversée de l'océan Indien contrôlé par le Portugal. Les marins craignent en permanence que leur navire ne soit découvert et arraisonné par leurs ennemis. Sur les 265 marins que Magellan a engagés, seuls 18 parviennent à rentrer en Espagne en septembre 1522. Leur expédition aura duré 3 ans. Antonio Pigafetta fait partie des rescapés.
ce premier tour du monde assurera également la gloire posthume du chroniqueur. Je ne remis au monarque à Séville ni or ni argent. À la place, je lui donnai des trésors qui sans aucun doute valaient davantage. Je lui remis entre autres ce mémoire très précieux où j'avais écrit le récit détaillé de notre grand voyage. À son retour, l'équipage du Victoria est accueilli triomphalement. Néanmoins, la voie ouverte par Magellan au prix de tant d'épreuves et de vies humaines s'avérera bientôt une route commerciale peu rentable et sera délaissée, tant sa navigation est périlleuse.